Merci Valère Bessala. Fatima Toubengono, Valère dit que ce que vous célébrez aujourd'hui, c'est déjà acquis depuis. Il sait comment il explique cela. Moi, la cuisine aurait pu les rênes du pouvoir au Cameroun, mais il dit que votre parti a maté la femme pendant 43 ans et qu'aujourd'hui, ici, il en parle, c'est qu'il se moque un peu de la femme. Monsieur Jean-Jacques, sur le sujet de la femme, épouse d'un homme de pouvoir, lorsque vous voyez un homme de pouvoir qui a le statut du président Paul Biya, c'est parce qu'il a une très bonne femme. Parce que, observez bien, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Lorsque un homme politique a du mal à briller sur la scène nationale, allez interroger sa cuisine. Est-ce que sa cuisine partage même son idéologie ou bien sa vision de la chose politique? Et ne soyez pas surpris que cet homme politique aille à l'élection et que sa cuisine vote contre lui parce qu'il n'est pas prêt, elle n'est pas prête à l'accompagner. Elle sait que, elle connaît mieux son homme que tout le monde. Elle sait ce qu'il fait là, c'est la démagogie. Il mènera notre peuple vers la dérive. C'est pour cette raison que nous avons notre chapeau bas vis-à-vis de cette grande dame qui a su accompagner son homme. Nous avons l'habitude de nous le dire. C'est le côté social de l'homme politique, Paul Biya. Si les autres prennent ça comme une insulte, ils font fausse route. Et j'ai l'habitude de dire, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et lorsqu'un homme, une femme gravit les échelles de pouvoir de la société, un homme de valeur tient l'échelle. Donc c'est le retour de l'ascenseur. Et Paul Biya est un cas d'école que les hommes politiques qui aimeraient, le couple Biya en fait, qui aimeraient briller, qui aimeraient accéder au pouvoir, devraient apprendre. Qui t'a donné l'impression que la femme a tout pris? C'est ça? Suivant. Qu'elle décide désormais? Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est sa coach, c'est sa partenaire. Monsieur Jean-Jacques, quand vous avez derrière, quand vous voyez, les autres sont libres de voir en fonction de leur ressenti. Vous savez, quand vous portez votre costume, je ne l'ai pas. Ou bien mon partenaire ne peut pas avoir ce type de costume. Je veux dire, il craint trop. Est-ce qu'on a besoin de s'habiller comme ça? Tu peux porter ton pain de 3500, tu vas faire la friture. C'est ça. Parce que justement, il n'a pas les moyens d'avoir ton costume. Donc si quelqu'un n'a pas les moyens d'avoir une dame comme Chantal Biya qui accompagne son homme, pourquoi voulez-vous qu'il l'encense? Il ne peut trouver qu'une autre façon de la regarder. Et c'est sa liberté, dites-vous. C'est aussi ça la démocratie que Paul Biya a apporté. Autant les hommes parlent, autant les femmes parlent. Quand nous revenons sur notre parti politique, le RDPC. Et dit que le RDPC a maté la femme. Nous sommes un parti politique qui a une organisation des femmes, une organisation des jeunes. Et la place que le RDPC accorde à la femme, il ne l'accorde pas à l'homme. Je m'explique. Une femme peut être présidente du RDPC. De section RDPC. De section RDPC. L'homme ne peut pas être président de l'OF. Un jeune peut être président de section RDPC. Par contre, un adulte, conformément à notre parti, notre test de base, ne peut pas être président de logis. C'est vrai que les gens viendront vous dire, oui, depuis l'organisation du congrès en 2011, les gens ont atteint 50 ans. C'est normal, puisque de 2011 à 2026, ça fait 15 ans. Si quelqu'un avait 35 ans, âge requis pour être président de logis, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'il soit à 50 ans. Donc vous trouvez que les femmes ne sont pas parties dans le RDPC. Maintenant, pour le pouvoir politique, les femmes comme au RDPC, comme dans tout comme au niveau de l'État du Cameroun, de la nation camerounaise, les femmes sont nombreuses. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que quand la femme est candidate, elle ne parvient pas à battre tout le monde? C'est parce que les femmes ne savent pas aussi s'entendre sur l'essentiel. Les femmes sont un problème pour la femme. Ce n'est pas un problème. Elles ne savent pas s'entendre sur l'essentiel.
Parfois, est-ce aussi un complexe, comme le complexe de ceux qui regardent en chantant bien un problème, qui voient que, ben, pourquoi toi, pas moi? Peut-être elle n'a pas les mêmes capacités que toi. L'unique capacité dont elle dispose, c'est d'aller mettre le bulletin dans l'urne. Il y a des critères peut-être que tu as, qu'elle n'a pas. Mais elle préfère aller apporter son concours. Ça s'explique clairement. Et de la même façon, nous avons l'habitude de le dire. Les femmes sont majoritaires en termes de nombre, en termes de chiffres électoraux, oui. Mais les femmes font très peu de bons résultats. Deuxième chose au niveau du RDPC, pour corriger, les 30% sont strictement respectés. Au niveau des listes, de la constitution des listes des conseillers municipaux, les femmes, le quota c'est au minimum 30%. Ça s'arrête là. Et les garçons, les jeunes, c'est 30%. Pour vous dire, la subtilité de la politique. La politique, je ne vais pas encore parler des décrets. Parce que là, le président, en homme souverain, prend la décision et vote. Mais ça s'arrête très tôt, hein. Maintenant, 30%, c'est les conseillers municipaux, par exemple. Mais quand il faut être maire, si vous prenez le cas de Yaoundé, on va avoir des exemples précis. La chance que nous avons. Le cas de Yaoundé, vous avez cette mairie, il n'y a pas de femme maire. Monsieur Jean-Jacques Zé, tout à l'heure, monsieur Elimbi Lobe a parlé de quelque chose de maintenant. En 2020, nous étions sur le champ politique. Il y a 41 conseillers. Il y a 30% de jeunes. Moi, je parle de la commune de Fumot. Il y a 30% de femmes, voire plus. Il faut élire un maire. Le choix que les femmes font, c'est d'être adjoint, membre de l'exécutif et non chef de l'exécutif. C'est ce qu'on leur impose. On ne leur impose rien. C'est l'élection. Parce que les gens parlent de ce qu'ils... Ils se placent à la fenêtre et regardent ce qui est en train de se passer au RDPC dans la maison ou bien dans la chambre. Vous allez aux élections. Si, puisque quand on parle de l'investiture, monsieur Jean-Jacques Zé, vous construisez votre liste sur la base des critères retenus, non seulement par le parti, mais également par l'ECAM. Et lorsqu'on vous a voté, le vote se passe en interne. Le RDPC organise un premier vote. C'est le comité central qui vient organiser le vote en interne. Il n'est pas exclu, par exemple, pour le cas de Fumot. Après l'élection du conseil par le parti, quand le préfet est arrivé, les conseillers ont décidé d'aller encore à l'élection. Et le choix qui a été fait, qui avait été opéré lorsque le responsable du comité central était arrivé, c'est le même choix qui avait été reconduit parce qu'on a eu les mêmes au même poste. C'est pour dire quoi? Alors que c'était une forme de rébellion pour eux, ils se disaient que non, je vais encore y aller. Les mêmes qui avaient été battus lorsque le membre du comité central avait organisé, les mêmes ont été battus. Et parfois avec des voix en moins, parce que les autres avaient choisi de les jeter. Donc, c'est trop facile de rester dans la rue et dire ce qui se passe du RDPC. Au moins, le RDPC a la chance de le faire. Nous aimerions également voir certains partis qu'on parle aussi d'eux. Bon, nous sommes. Moi, je suis sur votre plateau. Le RDPC est structuré. Le RDPC ne fait pas de marginalisation, ne bat pas les femmes de ce côté. Faites le tour. Oui. Là, monsieur, comme dans la vie, en politique, les cadeaux ne se font pas. Tout à l'heure, monsieur Elibi Lobe a parlé de la parité qui pour lui serait un problème. Lorsque vous allez à l'élection, on dit c'est la démocratie, c'est le vote. Je suis candidate, vous êtes candidat. On ne va pas imposer aux gens de me voter moi. Je dois battre campagne et permettre aux gens de poser leur regard sur moi. Les femmes vous écoutent. Ça veut dire que si elles n'occupent pas les places, les femmes doivent apprendre parce qu'elles ne sont pas engagées. À oser. Elles n'osent pas oser et ne pas être toujours sous la botte. Parce qu'elles ont toujours l'impression que si elles se mettent devant, on va les regarder. Monsieur Jean-Jacques Zé, en 2013, j'étais titulaire dans ma circonscription, dans un département que vous connaissez très bien, le Noun, c'est pas facile. 8 arrondissements, il y a 4 députés. J'étais titulaire sur la liste du RDPC. En 2020, c'était pareil. Avoir 46% dans ce contexte, ce n'est pas donné. Mais il faut oser. D'accord. Et à côté de ça également, cela ne suffit pas. Il y a les pratiques communautaires. Nous qui parlons des femmes, nous qui parlons des partis politiques, et en sanction, disons qu'on doit faire ceci, et nous-mêmes nous sommes responsables politiques, nous sommes ressortissants de quelque part, il faudrait que les gens soient aussi socialisés à l'acceptation de ce que la femme puisse être. En 2015, j'étais candidate pour être président de section au GRDPC.
Et lorsque on échangeait, j'ai suivi un groupe de personnes, pas seulement des jeunes qui étaient de mon organe de base, mais également des femmes et des personnes d'un certain âge qui demandaient que, mais comment une femme va se placer devant les hommes? Il faut que ces mentalités rétrogrades merci pour que la femme puisse avoir ce qu'elle mérite et que les femmes accompagnent également les femmes. Merci d'avoir souligné l'organisation, la structuration de votre parti. Mais ce qui semble compter aujourd'hui, professeur, c'est ce que les gens voient. C'est ce qu'ils comptabilisent. Ils ont un gouvernement d'une soixantaine de portefeuilles. Combien de femmes on y retrouve? Il y a 10 régions. Combien de femmes on a à la tête de ces régions? Il y a les mairies de ville. Combien de femmes on compte à la tête des mairies de ville? Les conseils régionaux sont venus s'ajouter. Combien de femmes? C'est ce qui retient davantage l'attention de la femme. Et lorsqu'on fait le bilan de tout cela, c'est difficile d'être satisfait. Ce sont encore objectivement des espaces fermés. Mais il n'y a pas de fatalité. Il y a dans la société camerounaise des positions qui étaient complètement fermées, qui aujourd'hui sont ouvertes. Autrefois, il était difficile de voir, par exemple, des femmes à un certain niveau de responsabilité dans l'armée, dans la police. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont au plus haut niveau, même si là-bas, il faut aussi encore faire des efforts, même par rapport aux pays africains. Dans d'autres pays africains, par exemple, vous avez des femmes qui sont générales, mais au Cameroun, il n'y en a pas encore. Donc, on peut avancer, mais on avance en tenant compte de ce qu'on est. Et de ce point de vue, malgré sa diversité, il y a quand même une convergence. La phallocratie est très forte au Cameroun. Les Camerounais sont phallocrates et machistes. Donc, il y a beaucoup de travail pour changer cette manière de voir et de faire. Mais ça peut se faire. Et c'est là où ce que j'appelais tout à l'heure la pratique morale est importante. Ça veut dire que le leadership doit utiliser sa position pour transformer la société. Si on attend seulement que la société va se transformer par la base ou au niveau intermédiaire, ça ne se fera pas toujours facilement. Dans les partis politiques, par exemple, que ce soit les partis associés à la majorité gouvernementale ou les partis d'opposition. Le machisme d'exemple. Oui, mais c'est quelque chose. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le leadership peut transformer, contribuer à transformer les choses. Mais même dans ce cas-là, ce qui est important, ce sont les évolutions sociologiques, c'est-à-dire que la société elle-même se transforme et en viennent à des perceptions qui sont plus favorables à une inclusion renforcée des femmes. Et c'est simple. Il faut simplement, dans l'éducation, montrer à la base que fille ou garçon, c'est simplement être humain. On ne peut donc pas parler de marginalisation, mais demander à la femme d'être encore patiente. Elle va répondre que ça fait des siècles qu'elle est patiente. Non, moi je ne parle pas de patience. Je parle de transformation. Ça veut dire qu'on connaît une situation dans laquelle il y a encore un certain nombre de verrous à l'épanouissement de la femme. Et on commence à changer cela. On peut donc commencer par le haut, par le leadership. Mais il est important également que le changement se fasse à la base et au niveau intermédiaire. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Et simplement, je dirais pour les femmes de ne pas être fatalistes. Les sociétés se transforment, comme je disais tout à l'heure. Et ils interrogent le rythme de transformation. Oui, le rythme de transformation, maintenant, c'est une chose. Le rythme est lent. Objectivement, quoi qu'on en pense, le rythme est lent. Donc, on peut faire des efforts pour accélérer les choses. On peut faire des efforts pour accélérer les choses, Madame Abigail, dans cette logique-là. Pas de marginalisation, mais une lenteur justifiable. Je ne pense pas que la lenteur soit justifiable. Je crois que c'est une volonté politique de maintenir les femmes en l'état. Je vais m'expliquer. Allez-y, madame. Déjà, combien de femmes ont accès à l'autonomisation? Combien de femmes ont accès au financement? Si la campagne électorale des femmes était accompagnée financièrement par le gouvernement, les femmes pouvaient s'imposer sur le champ politique.
Mais vous-même, vous savez... Là, vous êtes en train de définir les femmes qui ont besoin de cadeaux. Elles Non, veulent s'engager politiquement. Elles veulent que spécialement, on accompagne leur campagne. Je ne parle pas des femmes qui ont besoin de cadeaux. Quand nous avons des programmes, les programmes gouvernementaux qui parlent de l'autonomisation des femmes, mais que ces programmes gouvernementaux n'atteignent pas les femmes, qu'elles n'aient pas accès à ces financements, par exemple, pour mettre sur pied les activités génératrices de revenus afin d'être financièrement autonomes. Si elles ne sont pas financièrement autonomes, il y aura toujours ce genre de problème dans la société. Parce que pour battre campagne, il faut de l'argent, il faut les moyens. Pour s'imposer dans la société, il faut les moyens. Pour avoir les états de service, il faut les moyens. Donc, si on accorde les financements aux partis politiques pour la campagne électorale, on doit accompagner les candidatures féminines. Si on veut que les femmes s'imposent, par exemple dans l'exécutif, vous n'allez pas dire aux conseillers municipaux d'accorder les suffrages à une femme qui n'a pas déjà les états de service sur le terrain, mais qui est élue conseillère municipale dans une liste. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'état de service? Peut-être parce qu'elle ne s'engage pas elle-même. Si elle, est-ce que quand on accorde des suffrages aux hommes, c'est parce qu'ils ont des états de service? Je suis en train de m'expliquer. Si on parle des états de service, c'est d'abord quoi? C'est les actions sociales que nous menons sur le terrain. C'est à travers ces actions qu'on se fait connaître. Mais tu ne peux pas apparaître en politique si tu n'as pas déjà ces actions sociales qui parlent en ta faveur sur le terrain. Parce que la faiblesse serait que vous vous positionnez déjà comme femme. On se positionne comme femme. On se positionne comme femme. Est-ce que ce n'est pas ça? On se positionne comme femme. Vous savez que pour assister déjà à toutes les réunions, il faut avoir la capacité de se mouvoir, la capacité de pouvoir assister à ces réunions. Tous les moyens. Et pour s'imposer dans notre société, il faut avoir la capacité de s'imposer dans notre société par des actions. Et maintenant, si la capacité financière des femmes reste réduite, vous pensez que dans une commune, par exemple, je parle de ça, c'est mon arrondissement d'origine. Dans une commune comme l'arrondissement de ça, tu vas apparaître, on ne te connaît pas dans la localité, on ne sait pas ce que tu as posé comme acte en faveur des populations, tu n'as pas assisté les populations, et puis un jour tu arrives, tu es dans une liste des municipales, votre liste passe, et puis on dit, non, c'est parce qu'elle est femme qu'on va faire d'elle maire aujourd'hui. Non, c'est les états de service, et je continue à dire, si on veut que les femmes... Si on délie les maires sur la base des états de service et non sur la vision, c'est-à-dire que je viens, voilà ce que je propose, on commence à regarder si vous avez donné les dons. Mais c'est le parti, c'est ce que le parti au pouvoir a enseigné au pouvoir. Oui, c'est ce que le parti au pouvoir a enseigné aux populations. Parce que maintenant, pour battre campagne, il faut les moyens, il faut aller donner à boire et à manger, il faut faire ceci, il faut mettre de la logistique, en place. Donc si tu n'as pas cette logistique-là, tu ne peux pas t'imposer, qu'on ne se mente pas et qu'on ne vienne pas nous dire ici que les femmes on va faire des cadeaux. Enfin, on ne se fait pas des cadeaux en politique. C'est les états de service qui parlent. Et c'est les moyens que nous avons qui parlent. Donc, si on veut... le chiffre qu'on a avancé tout à l'heure concernant la présence au gouvernement, oui, la présence à la tête des conseils municipaux, conseils régionaux, même des régions de notre pays, comme gouverneur, est-ce que là-bas encore il faut chercher les états de service? Là-bas, comme gouverneur, ça c'est des postes, ça c'est de la nomination. Voilà. Et à côté de moi, un administrateur civil, il sait de quoi je parle. C'est la nomination, c'est la compétence. Pourquoi non pas les femmes, elles ne sont pas compétentes? Je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas compétentes. On parle des avancées, on parlait d'abord des postes électifs. Donc, je disais, en ce qui concerne les postes électifs, il faut s'imposer d'abord sur le terrain, être visible sur le terrain, être connu sur le terrain. On ne sort pas de l'anonymat pour devenir maire dans une localité. On ne sort pas de l'anonymat pour devenir député. Peut-être que cela a été, mais aujourd'hui, les données ont changé. Maintenant, ce qui concernant les postes, les nominations, on est là sur le discours du chef de l'État, qui a dit, qui fait confiance aux femmes, que c'est le septennat des femmes et des jeunes. Mais on n'a pas vu des actions concrètes qu'il a menées pour matérialiser sa déclaration. On a parlé de ça. Maintenant, donc, il a nommé les femmes, elles sont sous-préfètes. On n'a pas encore le gouverneur femme. On n'a pas le gouverneur femme. Il y a les ministres femmes. Les femmes continuent à tendre la main. Nous tendons toujours la main puisque les femmes font les mêmes écoles. Le professeur l'a dit tantôt,
que ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Nous sommes intelligentes. Donc, on ne sait pas sur quels critères ils se basent pour ne pas accorder plus de confiance à des postes de nomination aux femmes. Mais quand il parle du septennat des femmes et des hommes, moi je vous ai dit d'entrée de jeu qu'il dit merci aux femmes, il dit merci aux jeunes, parce que c'est la masse électorale la plus consistante. Si tu ne l'as pas avec toi, tu ne peux pas accéder à certains postes électifs. Il les remercie, c'est vague. Il dit, j'ai le septennat des femmes. Depuis le discours du 31 décembre, nous sommes bientôt... Le 6 novembre, le discours du 6 novembre, le discours du 31 décembre, il a parlé des femmes, mais nous n'avons pas vu la matérialisation de sa déclaration. Ce qui veut dire qu'il a dit comme un politicien, merci mesdames, merci les jeunes, et ça s'est arrêté là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a le contraire à me prouver. Il a nommé la procureure générale. Mais la procureure, est-ce que c'est la procureure générale? Donc comme il a nommé la procureure générale, ça veut dire qu'elle représente le merci, ou bien alors elle représente la promesse, ou alors le merci qu'il a donné aux femmes. C'est quelqu'un. Non, moi c'est mon temps de parole. Et je suis en train de dire que on ne peut pas justifier la déclaration du chef de l'État par l'unique nomination de Madame le procureur général. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes et les femmes attendent toujours. Pour moi, c'est un slogan politicien. D'accord. Slogan de septennat des femmes, un slogan politicien avec les Libye Lobé. On est obligé, chaque fois qu'on interroge les États pour essayer de voir quelle est la représentativité de la femme, d'observer quand même qu'au niveau des postes vitrines, des structures vitrines, il n'y a pas de façon visible la femme. D'où la question sur la marginalisation qui a été posée. Ce que vous dites est un constat. Ce qui est embêtant, c'est que vous voyez deux femmes qui n'ont pas la même perception des efforts ou bien de la condition de la femme. Celle-ci, elle est dans le parti au pouvoir et il lui est interdit de critiquer son parti. Elle est du corps. Elle essaye de montrer que oui, on a nommé. Et bien ça, là, vous disait qu'on est à 43 ans de question de promotion de la femme. Je suis né, j'ai trouvé qu'on parle de la promotion de la femme. Jusqu'aujourd'hui, on continue. Ça va finir même quand? On dirait que ça ne finira pas. Vous voyez, celle-ci, elle est de l'UNDP. C'est d'ailleurs des amis. Ce sont des amis politiques. Mais ils ne s'entendent pas. Et elle a raison. C'est Mme Abega qui a raison. Tu n'as pas raison. Tu fais la propagande. Tu n'es pas le juge en même temps. Oui, je suis juge. Parce que Mme Abega pose un problème qui est évident. Vous êtes au pouvoir. Vous avez je vous ai gardé un morceau choisi. Paul dit à Timothée, qui est son fils spirituel, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Je ne veux plus faire des émissions où je critique Paul Biya. Paul Biya a déjà entré. Je ne voulais pas qu'il arrive là. Mais il est entré dans l'âge où on ne peut plus s'asseoir comme ça. Oh, tu n'as pas fait ceci. Mais vous nous obligez de le faire. En 43 ans, si c'est à la 43e année qu'il vient nommer une femme procureure générale, on dit très bien, mais ça ne peut pas faire l'objet d'explications et d'éloges. Où sont les... Non, ils sont dans... Ils ont gagné. Avec quoi avant? Ils ont gagné. Ils ont gagné. Oui, ils ne peuvent être dans ils étaient. Il n'y avait rien. Non, monsieur Libye Lobé, 30 secondes. Quand je parle de la procureure générale, c'est parce que de manière péremptoire, Mme Abega a dit ceci. Il a fait un discours, il a remercié les femmes, il n'a rien n'a suivi. Je lui demande donc le fait d'avoir nommé, puisque c'est quelques semaines après, le président n'a pas encore fait un an depuis son septennat. Après ça, il y a eu la nomination de la dame. On ne peut non plus négliger, on ne peut pas dire que ce n'est pas un homme. On a compris. Être dans l'hyperbole, tel que M. veut le faire savoir qu'on est en train de comme ça. On voit simplement il y a quand même des gens, on voit faire un pas, il y a un pour faire des pas, on fait le premier pas. D'accord. Et le pas suit. On a compris. Dans les circonstances techniques, tu n'as pas expliqué quelque chose de nouveau. On a compris que... Non, on a compris que pour toi, il y a des avancées. Mais tout le monde l'a aussi dit. Sauf que pour Mme Abega,
qui elle est dans votre opposition, étant votre amie, elle dit que vraiment ce discours-là, elle ne voit pas les effets. Peut-être que tu es en train de lui dire d'être encore un peu patient parce qu'on n'a pas encore nommé le gouvernement. Et que peut-être que les députés ne sont pas encore élus. Peut-être que le RDPC va faire des listes de 50-50, n'est-ce pas? On ne sait pas. Peut-être c'est ça que tu veux dire. Mais là, ce que je dis, c'est que dans le propos de Mme Abega, il y a un doute qui renvoie à la structure même de la société et à la difficulté de la transformation des mentalités. C'est en cela que son propos est pertinent. Si on a 63 ans d'indépendance, en 63 ans d'indépendance, on n'a pas encore eu un gouverneur femme. D'accord? Il y a quand même un problème. Et ce problème ne se trouve pas au niveau des femmes en tant que telles. Il se trouve au niveau de l'état d'esprit de ceux qui nomment. Ça, je suis d'avis. Voilà. Si en 43 ans, on n'a pas eu de préfet femme. On a quand même. Maintenant, combien? Madame Zongo, 2 ou 3? 2. Voilà, 2 sur 58. Mais il disait qu'il n'y avait pas. Mais Deux sur c'est dans l'hyperbole. Madame Bengono. 2 dans 58, c'est trop proche de 0. Oui. Mais c'est différent de Plus proche de 0. zéro. Et c'est tellement proche de 0 que cela s'opère en 63 ans. Où on fait des discours sur la promotion de la femme. Non, ne gâtons pas notre émission. Nous demandons aux décideurs, qui sont essentiellement les hommes, de faire confiance aux femmes. Voici un ancien administrateur civil. Il reconnaît... Administrateur civil. Oui, Il reste. Oui, Voilà. il est administrateur civil, même comme il est de mon côté. Il reconnaît la pertinence et les aptitudes des femmes. Voici un grand professeur de notre système éducatif. Grand. Il reconnaît Très grand. les femmes, n'est-ce pas? Moi, je suis un homme politique, je suis là depuis. Je vous dis, les femmes ont une contribution dans la dynamique sociale qui a été reconnue même par le système des Nations Unies. Du point de vue du travail sur le terrain, la production. Il n'y a donc pas de raison que si on veut promouvoir les femmes, que la vitesse soit aussi large, qu'elle soit au point où elle suscite des inquiétudes. Donc, on dit simplement au chef de l'État, Monsieur le Président, quand vous êtes le chef du parti le plus puissant, et que vous allez bientôt investir, montrez-nous la preuve que ce que vous voulez dire là ne relève pas simplement de la propagande. Investissez beaucoup de femmes dans les listes du RDPC. Cela donnera même de l'exemple aux partis de l'opposition qui investissent très peu de femmes. D'ailleurs, il y a très peu de femmes dans l'opposition. Maintenant, quand vous allez aller à la session de mars qui arrive là, mais ça, on va renouveler le bureau. Mais en 43 ans, on n'a pas eu de vice-président de l'Assemblée nationale femme. Il y en a. Je parle du premier vice-président. Bon, voilà, c'est le premier, il faut donc préciser. D'accord. Moi, je parle du premier vice-président. On peut mettre une présidente de l'Assemblée nationale. Une présidente, pourquoi pas un président Non, de laissez l'Assemblée d'abord ce que nationale? vous voulez. Allez militer et soyez dynamique là-bas à l'intérieur. C'est vous-même qui acceptez les postes de danseurs. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais nous, on est en train de dire à toute la société camerounaise que la promotion de la femme voudrait qu'on n'ait plus des situations du genre le président de l'Assemblée nationale est une femme et le premier est un homme qui est là depuis 43 ans pratiquement et que le premier vice-président ne soit pas une femme. N'est-ce pas? Ça ne permet pas de donner de la crédibilité à notre discours. Nous venons d'avoir 10 présidents de conseils régionaux qui viennent d'être élus. Nulle part on a pensé à mettre une femme. Ce n'est pas bien. Même pas dans un pli fermé. Même pas dans aucun pli fermé n'est sorti avec une femme. Je comptais beaucoup que Cathy Meba allait être là-dedans. Mais même là-bas, alors que c'est elle qui a amené la fronde. Vous voyez, ça montre que ce qu'on a dit est pertinent. C'est un état d'esprit, c'est la culture qu'il faut transformer. Et il faut que les femmes s'impliquent dans cette transformation.
de la culture de nos communautés. Dans nos communautés, nous pensons que la femme réfléchit moins. D'ailleurs, dans les maisons, là, dans les familles, là, tu connais les chefs de famille femmes. Que les gens s'asseyent comme ça, ils décident que chef de famille ici. Enfin, tu connais combien de chefs? Tu connais combien de chefs? Ça peut arriver, mais de manière exceptionnelle. Voilà, tu connais combien de chefs supérieurs de premier degré? Chez les Ewono, il n'y a pas? Oui, avec la dame Madame Asiga. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y a un problème que nous devons traiter, et je dis aux femmes, vous êtes en partie responsable parce que vous-même vous acceptez qu'on néglige vos potentialités. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Alors, sur cette, on va sortir la question, Valère Bessala. Les chiffres, les miroirs de la représentation de la femme sont bien connus. Gouvernement, assemblée, conseils municipaux, conseils régionaux. On est entré dans le commandement, l'armée et consorts. On n'évolue pas beaucoup, même si on vous répond qu'il y avait quoi avant. Non, moi je trouve que ces débats de il y avait quoi avant sont des débats enfantins. Pour moi, c'est pas ça le débat. Le débat n'est pas pour moi dans la quantité, au moins dans la qualité. Vous voyez? Parce que la quantité devrait aller de soi. Puisque quand on parle de parité, il s'agit de quantité. On parle du nombre, il dit de préfère en 43 ans. Sur 58, c'est la quantité. Mais le problème est que même quand on excuse même la quantité, même quand on excuse Abiyaye à ses 43 ans la quantité, on se rend compte que même la qualité qu'il convoque pour représenter les femmes dans le système n'est vraiment pas celle qu'on attend. Là, je suis en train d'interroger les utilisations qui sont faites de la femme par le système. Alors, vous voyez, moi je sors un peu d'une analyse... je ne vais pas dire ça comme cela, visible, connu de tous, parce que je sais que ceux qui connaissent les méandres de l'administration et de notre société politique, et surtout de l'évolution des femmes, depuis Aïdjo jusqu'à Biya, savent comment les femmes qui sont arrivées à un certain niveau de responsabilité ont fait pour arriver là. Vous voyez. Le pouvoir de Yaoundé utilise la femme comme une chose. Comme une chose. C'est pas exagéré là. On a quand vous voyez une femme, parfois de manière générale, je dis de manière générale, c'est-à-dire dans une proportion de 80%, arriver quelque part, soit elle est l'amie de quelqu'un qui dirige, soit elle est la sœur de quelqu'un qui dirige, soit elle est l'épouse de quelqu'un qui dirige. Bon, si je m'arrête sur l'épouse. Prenez seulement ici à Ngoma Diab. Le député dans l'Union Esso, là-bas, est l'épouse du président du Conseil constitutionnel. Mais vous allez voir que si on parle de quantité, on va dire on a donné aux femmes. Est-ce qu'elle est la meilleure dans l'Union Esso? Vous voyez, je peux continuer. Hein. Ah bon? Donc les députés d'Union Esso, c'est l'épouse du... Il y en a deux. Et il y a parmi une femme. Et cette femme est l'épouse de celui-là. Votre parti aussi a accepté. Alors, vous avez accepté ça dans votre parti. Alors, qui le dit, peut-être celui qui avait célébré la de... Alors, donc toi, tu ne sais pas que le député d'Union alors, votre épouse n'est pas moins citoyen que vous. Oui, mais il y a là-dedans un problème. S'il le dit, c'est son... Moi, je ne suis pas au courant. C'est lui qui fout dans la cuisine. Moi, je ne sais pas le cas. Député de la nation, je ne sais pas de quoi ça fait le député de la nation. Allez-y, donc voilà les utilisations de la femme. Je vous cite donc les statuts et les statuts. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on a toujours humilié la femme même lorsqu'il fallait choisir la qualité. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous prenez la Camtel, vous savez qui est là. Je n'ai pas besoin de vous donner son statut social. Vous voyez? Si on a parlé de... Bon, là-bas même, on ne peut même pas en parler, puisqu'il s'agit carrément d'un hold-up. Il s'agit d'un hold-up administratif. C'est un hold-up administratif par une femme, vous voyez. Je peux encore citer d'autres cas, un peu partout. C'est pour vous dire qu'en fait, le régime de 82 a toujours humilié la femme. Et cette femme, justement, au-delà des faits de phallocratie, a toujours subi parfois le phallus de l'homme, pour parfois arriver et atteindre certains objectifs dans la société.
Moi, je reste dessus. Je vous ai dit que mon interprétation aujourd'hui va sortir de ce que vous pensez. C'est l'affaire de société. Donc là, je voudrais dire aux femmes que moi, ça m'embarrasse que je me retrouve sur un plateau, voilà l'aîné Limbi, voilà aussi le professeur, et que nous, on se retrouve à mieux défendre les femmes que les femmes elles-mêmes qui se posent sur le plateau. Mais je comprends aussi, parce que c'est là où je vais excuser Madame Bongon, que j'aime beaucoup, et parce qu'en fait, on a parlé, l'aîné Limbi a parlé d'éducation tout à l'heure. La femme a été formatée même sur le plan éducatif pour être second. Pour accepter son infériorité. J'espère que je vais pour accepter son infériorité. Et moi je comprends que Madame Abega qui est dans l'opposition et qui par l'opposition et par les fièvres de l'opposition a pu se démarquer de ce formatage éducatif là mieux que sa vis-à-vis. Vous voyez, c'est pour cela que pour moi, pour un départ et sur cet élément, je peux déjà expliquer cette opposition. C'est-à-dire que on a appris à la femme dans le parti au pouvoir que vous êtes une danseuse. C'est les Limbi et Lobé qui l'a dit. D'ailleurs, quand vous regardez quand le président arrive, ou bien quand il y a les manifestations du parti au pouvoir, ou bien les inaugurations, là, si vous comptez 10 personnes, c'est 8 femmes qui dansent autour des tambours et des tam-tams. Vous voyez, c'est ça le véritable souci. Les femmes chantent, les femmes levez. Pourtant, moi je voudrais que l'on convoque la qualité. Vous voyez, parmi les femmes, même si on ne peut pas leur donner la quantité. Prenons un cas. Nous avons Madame Ondoa Biwole. Moi, je cite des femmes. Ondoa Biwole. Elle a dit, le texte sur les entreprises publiques dit 3 ans renouvelables 2 fois. Article 70 de ce décret dit que, à l'alinéa 4, dit que tous les actes qu'un directeur général ou son agent vont poser après les 9 ans est un acte nul et de nul effet. Vous comprenez? Elle a pris ses responsabilités, elle est partie. Qu'est-ce que le gouvernement de 82 a fait de cette femme? Elle vadrouille dans les plateaux avec vous quand vous l'appelez, elle est là. On l'appelle ailleurs, elle est là. Bon, c'est vrai, elle est professeure d'université. Bon, ça c'est privé, on ne dit pas que tout le monde doit absolument être nommé. Mais voilà une femme de valeur. Un peu dans le style, tu as voulu montrer que voilà, donc voir. Tu vois donc. Alors, je peux citer d'autres, hein. Laissons Madame Ondoa Biwole. Vous savez, Madame Rebecca Enonchon, par exemple, que moi je la connais même pas, mais je suis son parcours. Parmi les femmes entrepreneurs, j'ai vu comment elle a lancé. Nous avons même encore une autre, Vera Songwe. Madame Vera Songwe. Elle a été recrutée par le président sud-africain. Elle est conseillère du président sud-africain. Une Camerounaise. Elle a fait la Banque mondiale tout le temps et jusqu'à, je crois, elle doit avoir 57 ou 59 ans, je n'en sais pas grand-chose. Et elle a été recrutée par d'autres personnes à l'étranger, par un autre gouvernement qui a vu sa valeur. Alors, si vous interrogez dans la qualité que nous avons à l'intérieur, et la qualité que d'autres reconnaissent chez nous, et qui les recrutent pour pouvoir les aider à avancer, alors que nous-mêmes nous en avons besoin, mais nous n'en faisons pas cas. Vous posez donc des questions. Quels sont les objectifs de Yaoundé? Quels sont les objectifs de celui qui dirige? Donc, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui le débat de la femme soit un débat sur le nombre. C'est vrai, il y a une question de nombre. Mais sur quel type de femme on convoque lorsqu'il faut faire avancer la société. Merci Valère Bessala. Salutations cordiales Jean-Jacques Zé à vous sur le panel. Sur la question de la marginalisation de la femme au Cameroun, je voudrais dire qu'il y a un effort important et constant à effectuer pour changer progressivement cette malheureuse situation. Je me souviens que dans les années 90 et même 2000, on nous enseignait à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin. Ça n'a pas changé, frère. À titre d'illustration, le maître nous disait que s'il y a 99 femmes et un seul homme, il faut utiliser le « il ». Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on a malheureusement fait croire aux garçons qu'ils étaient supérieurs aux jeunes filles et aux jeunes filles qu'elles étaient inférieures aux garçons. Même au niveau de l'église catholique, les prières liturgiques ne prenaient pas toujours en compte le genre féminin. Aujourd'hui, les choses semblent se corriger progressivement. Je suis d'avis avec le professeur Mathias et Eric Onangini pour dire qu'il faut éduquer dans le sens de faire intégrer que les hommes et les femmes sont simplement des êtres humains. Je voudrais également joindre ma voix à celle de Mme Fadimatou pour reconnaître que de gros problèmes de la femme dans notre société camerounaise est celui de l'autonomie de la femme. Merci, vous avez écrit l'homme Martial Tachim, auteur et enseignant. On ne lira pas tout cela.